Ceci dit, donc, vous me demandez de communiquer sur comment investir dans son développement pour se démarquer en tant que jeune professionnel. J'ai décidé donc pour cette communication de ne pas faire de PowerPoint. J'ai voulu que ce soit un partage d'expérience. Je pense qu'à partir donc de ce partage d'expérience, on pourra tirer des leçons, on pourra tirer des valeurs à mettre en œuvre. Parce que je suis de ceux qui pensent que les théories qui sont formées sur la base donc de la pratique sont plus résistantes, tiennent mieux que la pratique qui est issue donc de la formation d'une théorie. Parce que une fois qu'on a pu pratiquer, on a une certaine expérience. Sur la base de l'expérience, on peut élaborer des théories. Il le disait tantôt, quand il me présentait, je suis juriste et je suis responsable au bureau d'études. Cela fait déjà une dizaine d'années. J'ai 35 ans, je dois le préciser. Bientôt 36 ans. Mais cela fait déjà une dizaine d'années que je me suis lancé dans les prestations intellectuelles. Je me suis lancé donc dans la formation, dans le recrutement d'analyse, les analyses stratégiques. Je me suis lancé sur le monde professionnel donc en tant que quelqu'un qui apporte des solutions intellectuelles aux gens. Donc, vous voyez que j'ai dû commencer assez tôt parce que ce milieu, généralement, c'est lorsque les gens sont à l'approche de la retraite, les gens ont un certain nombre d'années d'expérience qu'ils s'engagent dans les prestations intellectuelles parce que cela nécessite assez de connaissances pointues, cela nécessite d'avoir beaucoup d'expérience, cela nécessite d'avoir beaucoup de connaissances pour oser s'engager à partager cela avec d'autres personnes. Mais je l'ai fait. Pourquoi est-ce que je l'ai fait? Je vous raconte 2 ou 3 petites histoires qui vont certainement nous inspirer pour tirer des valeurs. J'ai eu de nombreuses collaborations avec des agences des Nations Unies. Mais comment est-ce que ces collaborations sont arrivées? Je vivais, je vais dire cela comme ça, je vivais la majeure partie de mon temps dans une petite ville du Burkina Faso qu'on appelle Gawa. Ce n'est ni la première, ni la deuxième, ni la troisième ville du Burkina Faso, mais c'est ma ville natale. Après mes études donc de droit, après mes petites formations, j'ai décidé de m'installer dans cette ville. Et il y a une agence des Nations Unies qui voulait un jeune au niveau du Burkina Faso avec qui collaborer pendant un certain nombre d'années sur des actions de jeunes, sur des produits où on voulait que ce soit les jeunes qui soient au cœur donc, de la production de ces produits-là. Ils ont essayé de réunir, au Burkina Faso, nous avons 13 régions administratives. Ils ont essayé donc de réunir les leaders des 13 régions du Burkina Faso. Donc, dans chaque région, les responsables administratifs devaient désigner une personne qui allait donc aller à cette rencontre. Au niveau de la région du Sud-Ouest, j'ai eu la chance d'avoir été donc choisi. Je ne savais pas pourquoi, on me l'a dit, que celui qui m'a appelé, il s'appelle Monsieur So, il m'a dit, Paz, tu es le meilleur jeune que j'ai sous la main. Donc, je voudrais que tu ailles participer à une rencontre dans une des villes du Burkina Faso, je pense que c'est à Tinkodogo. Quand nous sommes arrivés à Tinkodogo, avec les jeunes des 13 régions, assez de jeunes qui sont venus de la capitale politique, assez de jeunes qui sont venus de la capitale économique également, on a eu quelques jours de travaux. Et à partir du 3e jour de travail déjà, le leader national de la jeunesse avait été choisi et c'est sur moi que le choix s'est porté. Je ne savais toujours pas pourquoi est-ce que c'est sur moi que ce choix s'était porté. C'est quelques années après que le monsieur en question m'explique. Quand nous sommes arrivés, on a constaté que le jeune le plus ponctuel était toi. Quand on arrivait, tu arrivais toujours avant les autres. C'est la première des choses qu'il a eu à me dire. Il a dit, le jeune qui essayait de booster le leadership des autres, c'était toi. Parce que quand on faisait les travaux de groupe, on devait choisir un leader du groupe
généralement, vous savez, dans nos sociétés, les femmes aiment être timides. Et moi, j'aimais bien les taquiner pour les dire, il fallait qu'elles se mettent devant pour nous diriger. Donc, généralement, je mettais une femme devant. Je demandais à ce qu'on accepte que ce soit la femme qui nous dirige, puisque généralement, elles sont les plus timides dans les groupes. Ils avaient observé cela. Il m'avait dit qu'il avait remarqué que lorsqu'on donnait un travail, le soir, par exemple, vous nous dit, bon, on nous donne un travail de groupe, vous devez travailler de 15h à 17h. Après 17h, si vous n'avez pas fini, vous devez revenir le lendemain matin, vous aurez 1 heure pour terminer. Dans mes groupes, moi, j'exigeais toujours à ce qu'on finisse le travail avant de rentrer, parce qu'on ne savait pas ce que le lendemain nous réservait. Ils disaient qu'ils avaient observé tout cela, et c'est pourquoi ils ont décidé que je serais le jeune avec qui les agences des Nations Unies allaient collaborer pour un certain nombre de choses. C'est grâce à cela que j'ai eu la chance de faire un certain nombre de voyages en Afrique, déjà au Sénégal, au Togo, au Bénin, en Éthiopie, aux États-Unis, au Maroc, et ainsi de suite. Mais j'étais loin de penser que ces détails-là pouvaient influencer les choix. Ça, c'est la première histoire que je voulais partager avec vous. La deuxième histoire que je voudrais partager, c'est lorsque j'ai fini mes études. Après la maîtrise en droit, je suis allé me faire former. Vous savez, dans notre système, le système francophone, généralement, quand tu sors de l'université, tu sors avec des connaissances générales, on va le dire comme ça. De façon pratique, tu ne sais pas faire quelque chose. Je peux vous garantir que dans nos États, un étudiant, un bureau d'études qui voulait mener une activité, je suis allé, on nous a pris comme des enquêteurs, je suis allé mener l'activité à eux. Et il y a un qui m'a dit, tu as de bonnes compétences, il serait bien que tu essaies de te lancer dans les prestations intellectuelles. J'ai dit, ah bon, je viendrai me faire former chez vous. Voici comment est-ce que je vais me former sur comment tenir un bureau d'études. Celui-là qui m'a demandé de me faire former, je suis allé dans son bureau. Et dans son bureau d'études, j'étais à la fois son chauffeur, j'étais à la fois son secrétaire, j'étais à la fois son agent de liaison, si vous voulez, son coursier, et j'étais en même temps son ami, on va le dire comme ça. Mais je vous garantis que je n'étais pas payé. Je n'avais même pas 10 000 francs par mois pour le carburant. Mais j'avais la chance d'être à côté de lui et d'apprendre. J'avais la chance d'être à côté de lui et d'acquérir un savoir que je ne pouvais acquérir dans aucune université parce que ça ne s'enseigne pas dans les universités. J'ai appris à concevoir des offres techniques, des offres financières. On enseignait cela dans aucune université. J'ai appris à faire une analyse. On ne t'apprend pas dans les universités à faire des analyses politiques, par exemple. Ça ne s'apprend pas dans les universités. On peut vous enseigner la science politique, mais on ne vous apprend pas comment faire une analyse sur un plateau de télé, par exemple. Je suis resté avec ce monsieur pendant 2 ans. Après ces 2 ans, j'estimais que j'avais acquis suffisamment de connaissances parce que je faisais un peu de tout. Je suis sorti même de mon domaine de juriste pour apprendre autre chose. J'ai appris à faire des déclarations aux impôts. J'ai appris à enregistrer les contrats. J'ai appris à négocier les contrats. J'ai appris à manager des groupes. J'ai appris à manager des hommes. Le team building, je l'ai appris là-bas. Mais je vous dis que pendant ces 2 ans, je n'étais pas payé. Mais je ne m'en plaignais pas parce que j'estimais que je cherchais à apprendre quelque chose. Lorsque j'ai eu donc suffisamment de connaissances, j'étais sûr de mes compétences, j'ai décidé de partir et d'ouvrir mon cabinet. Il m'a dit, mais c'est parce que je ne te paye pas que tu es pressé de partir. Non, attends, je vais te proposer. Il m'a dit, je vais commencer par te donner 50 000 francs par mois pour commencer. J'ai dit, non, ce n'est pas une question d'argent. Il est allé à 75 000 francs. J'ai dit, ce n'est pas une question d'argent. Il m'a proposé 100 000. J'ai dit non, en fait, je voudrais voler de mes propres ailes. On a interrompu la discussion, je suis parti. Le lendemain, je suis revenu parce que j'allais terminer la semaine. Quand je suis revenu le lendemain, il m'a dit non, si tu pars, ça ne va pas beaucoup m'arranger parce que j'ai beaucoup d'activités. Voilà, j'aimerais vraiment que tu restes. Je vais te faire une offre très, très alléchante. Je te propose 150 000 francs par mois. Et on verra bien d'ici là si je peux t'augmenter. Je lui ai répondu que mon problème n'était pas
une question d'argent. Je voulais voler de mes propres ailes. Je voulais gérer mon propre business, avoir mon temps à moi, m'organiser comme je l'ai. Je voulais un peu plus de liberté. Il s'est fâché. Et quand j'ai fini ma semaine, je suis parti. Environ 1 mois après, il m'a rappelé et il m'a dit de revenir dans son bureau. Il allait me payer à 200 000 francs le mois. Et sur chaque marché qu'on allait avoir, j'allais avoir un pourcentage. Il me dit, si moi je pars, il est obligé de prendre un chauffeur. Il est obligé de prendre un secrétaire. Il est obligé de prendre un coursier. Ça fait déjà 3 postes. Et moi, j'avais développé des réflexes avec lui. Il y a des choses, quand j'arrivais, on n'avait plus besoin de me dire. Je savais ce qu'il fallait faire. Je savais à quel moment il fallait faire. J'avais acquis assez de compétences. Mais j'ai encore refusé. Je lui ai dit, c'est vrai que le bureau de tout où je partais m'engager, je n'étais pas sûr d'avoir 200 000 francs par mois. C'était même pas possible. Mais je voulais avoir ma propre expérience. Voici comment je suis parti. Malgré toutes les propositions qui ont été faites, je suis parti. Ça, c'est la deuxième chose que je voudrais partager avec vous. Sur la base de ces 2 histoires, pour faire un lien avec le thème, on parle de se démarquer. Quand vous allez relire, comment investir dans son développement pour se démarquer en tant que jeune professionnel. Être un jeune professionnel suppose déjà qu'on a acquis un minimum, je ne vais pas revenir sur ça, on a acquis un minimum de connaissances et qu'on voudrait donc se lancer ou qu'on s'est lancé dans le monde professionnel. Le jeune professionnel, pour moi, ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui est très jeune. Voilà, le jeune professionnel, ce n'est pas forcément quelqu'un qui a 20 ans, qui a 25 ans, qui a 25 ans. Ce n'est pas forcément cette personne-là. Le jeune professionnel, c'est celui qui vient de se lancer nouvellement dans le monde professionnel. Parce qu'il y a des gens, pour une raison ou une autre, qui ont, on va dire, un petit retard. Et donc, ne sont pas engagés très vite dans la vie professionnelle. Et il y a une multitude de personnes qui sont ainsi. Sachez que si vous êtes dans ce cas, vous n'êtes pas le seul. Il y a des milliers et des milliers de jeunes qui sont tellement dans le monde professionnel. La nécessité donc de se démarquer. Pourquoi se démarquer? Avant de continuer, je vais demander à ceux qui ont de couper les micros, s'il vous plaît. Ceux qui ont activé les micros, je vous demande de les couper, s'il vous plaît. Il y a des interférences à mon niveau. Merci. Donc, en tant que jeune, il faut se démarquer. Pourquoi se démarquer? Se démarquer, selon une définition du dictionnaire, c'est prendre la distance d'avec quelqu'un ou quelque chose, envie d'en tirer un avantage. Généralement, l'exemple qu'on aime prendre, c'est au football. On parle de marquage. Ton adversaire qui vient t'attaquer, on dit qu'il t'a marqué. Et tu cherches une occasion pour te démarquer, pour prendre la distance avec lui, pour pouvoir marquer un but, pour pouvoir le dribbler, ainsi de suite. Dans le monde professionnel, c'est ce qu'il va falloir faire également, parce qu'il y a une concurrence qui est là. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent dans le monde professionnel. Mais qu'est-ce qui va faire que ce soit vous qu'on choisisse, que ce soit vers vous que l'on vienne? Le talent, beaucoup de gens ont le talent comme vous. La connaissance, beaucoup de gens ont la connaissance comme vous. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la première question que je vous pose. Sur la base de mon expérience déjà, je sais que vous avez commencé déjà à penser à des réponses. Quand vous allez être embauché ou vous allez commencer votre propre business pour vous-même, qu'est-ce qui fera que ce business-là puisse se développer? Parce que vous l'avez commencé. Qu'est-ce qui fera que, si vous êtes embauché par exemple, que vous puissiez gravir les échelons? Qu'est-ce qui fera que votre business prospère parce que vous l'avez commencé? Je pense que les autres viendront vous donner de plus amples stratégies. Mais tout ça, c'est le monde professionnel dans lequel vous vous engagez. Sur la base de mon expérience, on doit pouvoir déjà commencer à penser à ces incompréhensions.
Ceux qui viennent de se connecter, je voudrais vous demander de couper vos micros, s'il vous plaît. Merci. Et également, pour ceux qui s'engagent nouvellement dans le monde professionnel, même en freelance, qu'est-ce qu'il peut faire que quelqu'un s'asseye quelque part et vous recommande à une autre personne? Sur quelle base? Généralement, on ne vous connaît pas. Sur quelle base est-ce que moi je m'assois et je dis, je cherche quel nom? Amiral Brice Bassène, je me dis que il faut que je recommande ce monsieur à telle entreprise. Mais pourquoi je voudrais lui confier mon affaire? Il y a un certain nombre de questions qu'il faut se poser. Ces questions, vous trouvez les réponses donc dans l'histoire que je vous avais partagée. La première des choses, la première réponse, c'est la discipline. La première réponse, c'est-à-dire là où il faudra investir sur vous-même d'abord, c'est sur votre comportement. Parce que déjà, je suis désolé de vous dire que vos connaissances ne sont pas beaucoup plus importantes que votre attitude. Il y a cette célèbre phrase qu'on aime enseigner dans les écoles de leadership. On dit que ton altitude dépendra de ton attitude, c'est ce qu'on aime dire. Il faut d'abord commencer par investir sur son comportement, sur son attitude. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'assidu dans le travail qu'on vous donne? Est-ce que vous êtes quelqu'un de ponctuel? Est-ce que vous respectez les engagements auxquels vous avez souscrit? Le respect des engagements souscrits est le fondement de la confiance que l'on va vous accorder. Donc, vous devez nécessairement investir sur ce volet. La ponctualité, l'assiduité et le respect de la parole que vous donnez. Ces trois choses sont particulièrement importantes. C'est sur la base de ces trois choses que les gens vont déjà commencer à s'intéresser à vous. Ensuite, vous devrez investir sur votre image. Investir sur votre image, vous n'avez pas le choix que d'investir sur votre image, parce que quand on ne vous connaît pas, on ne peut vous juger que sur la base de votre image. L'image, ce n'est pas simplement la photo que vous allez prendre et vous allez mettre dans votre CV. Non, loin de là. Ce n'est pas simplement une question de photo de CV. L'image, c'est ce que vous donnez à voir de vous-même. Quand vous êtes sur les réseaux sociaux, comment est-ce que vous communiquez? Comment est-ce que vous parlez aux gens? Comment est-ce que vous répondez aux gens? Quelles sont les luttes que vous menez? Quelles sont les causes que vous défendez? C'est une image de vous que vous donnez. Et ce que vous devrez savoir, on vous suit toujours sans que vous ne le sachiez. Il y a toujours quelqu'un qui est assis quelque part, qui vous suit, et un jour, vos chemins vont vous croiser. Et en fonction de cela, les portes vous seront facilement ouvertes ou elles vous seront difficilement ouvertes. Parce que quelqu'un vous suit toujours. En fonction donc du combat que vous menez, en fonction des causes que vous défendez, en fonction de votre approche. Il y a de cela 2 mois, j'ai reçu un mail d'une institution diplomatique européenne qui demandait à ce que je leur fasse une analyse politique parce qu'il y a des gens qui avaient demandé refuge. Voilà, il y a des gens qui sont allés en Europe, qui demandaient l'asile politique, qui demandaient d'être réfugiés. Et ils m'ont envoyé le mail. Je ne connaissais pas ceux qui m'avaient envoyé le mail. J'ai dit, mais je ne vous connais pas. J'ai essayé d'aller vérifier sur leur site officiel. J'ai vu que c'était une structure sérieuse. Et ils m'ont dit qu'au Burkina Faso, c'est moi qui ai été choisi pour donner mon avis sur un certain nombre de choses. J'ai dit, mais vous ne me connaissez pas, on ne s'est jamais vu. Ils m'ont dit que j'ai été recommandé par un monsieur que je ne connais pas, que je n'ai jamais rencontré. Je suis entré en contact avec ce monsieur
Il m'a dit être un fin observateur de la scène politique et qu'il me suit dans mes prises de position sur les réseaux sociaux. Il me suit dans mes prises de position lorsque je suis sur un plateau télé parce que je vous l'ai dit, je suis analyste politique. Donc j'interviens régulièrement sur La Voix de l'Amérique. J'interviens sur une chaîne nationale ici qu'on appelle BF1 et ainsi d'autres chaînes d'ailleurs. J'interviens également avec l'agence de presse turque, agence Anadolu. Donc, il y a des gens qui observent, qui ne vous connaissent pas, mais qui se font une image de vous. Et sur la image qu'ils ont de vous, ils vont vous recommander. Ou bien, lorsque vous serez recommandé, ils vont vouloir que ça ne passe pas. C'est très important. Je récapitule. Vous devez investir sur vous, votre discipline, votre attitude, la ponctualité, l'assiduité, le respect des engagements souscrits, votre image. C'est des choses qui sont très importantes. En tant que jeune professionnel, vous devez avoir une carrière assez longue parce que la carrière va prendre du temps. Mais généralement, sur quoi est-ce qu'on bloque les jeunes? Sur l'expérience quand il y a un recrutement. On vous demande d'avoir 5 ans d'expérience, 10 ans d'expérience. Mais que Abouakar Diawara va vous le confirmer. L'expérience aujourd'hui pour un professionnel, dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas la durée dans le temps, ce n'est pas le fait d'avoir fait 10 ans au même poste. L'expérience, c'est la répétition dans l'action. En une année, si vous avez répété plus d'actions que quelqu'un qui a ce même poste, vous avez plus d'expérience que la personne. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes en train d'aller dans le système que les gens aiment appeler anglophone. On cherche de plus en plus à savoir qu'est-ce que tu sais faire et non qu'est-ce que tu as comme diplôme. Aujourd'hui, de plus en plus, les recruteurs font beaucoup attention à cela. Même dans le cas de votre CV, on ne vous demande pas simplement à quel poste vous avez été, mais qu'est-ce que vous avez fait comme action étant à ce poste. Ça voudrait dire que là où vous êtes, vous devrez essayer au maximum de poser le plus grand nombre d'actions. Si on vous demande de faire un travail, on vous donne un seul dossier à traiter, faites en sorte de pouvoir en traiter 3, 4 ou 5. Il faut toujours en faire plus qu'on ne vous demande. Parce que vous êtes à une phase où vous devez prouver. Vous êtes à une phase où vous devez montrer aux gens que vous connaissez pour que les gens aient confiance en vous. Lorsque les gens auront confiance en vous, le reste, ça va aller comme sur des rails. C'est comme un avion qui est en train de décoller. Au décollage, remarquez généralement, on vous dit quoi? Mettez vos ceintures. Vous mettez vos ceintures. L'avion prend son élan et quand il décolle, c'est avec en toute puissance. Tous les réacteurs sont en marche et l'avion cherche de l'altitude. Lorsque l'avion atteint son altitude maximum, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous pouvez détacher vos ceintures, vous pouvez même marcher dans l'avion et souvent même on met en mode pilotage automatique. Et il y a moins d'efforts que l'avion fournit étant en l'air pour se déplacer qu'au moment de décollage. C'est de la même façon à votre niveau. En tant que jeune professionnel, c'est au début de sa carrière qu'il faut fournir le plus d'efforts pour pouvoir prendre de l'altitude. Et à partir de cette altitude-là, les choses iront. Et cet effort consiste en quoi? C'est l'effort professionnel. Ça veut dire qu'il ne faut pas simplement se limiter à ce qu'on dit de faire et c'est tout. Il faut chercher à faire encore plus parce que vous le faites pour vous-même. Vous êtes en train d'investir sur vous-même. Vous êtes en train d'investir dans votre propre développement. Vous êtes en train de développer quoi? Les savoirs que vous avez pu acquérir lors de votre formation de base. Les savoirs que vous avez acquis à l'université. Vous ne pouvez pas sortir avec un savoir universitaire et être très compétent sur le marché du travail. Ce n'est pas possible. Notre système éducatif ne nous le permet pas. C'est quand vous allez vous engager dans le monde professionnel que vous devez fournir beaucoup plus d'efforts pour pouvoir acquérir le maximum d'expérience, le maximum de compétences. La compétence donc qui va découler de quoi? Des connaissances que vous avez déjà acquises. Voici donc une chose assez importante. Donc, investir pour acquérir de l'expérience, cela suppose demander à agir, demander à poser plus d'actions, mais vous ne limitez pas simplement au travail qu'on vous donne.
Vous n'êtes pas obligé de descendre du boulot à 17 h parce que c'est l'heure de la descente. Si à 17 h vous n'avez pas fini votre boulot, terminez le boulot que vous avez à faire avant de rentrer. Vous êtes en train d'acquérir des connaissances. Vous êtes en train d'acquérir de la compétence. C'est ainsi qu'on devient compétent. On ne devient compétent qu'en pratiquant. La compétence n'est pas théorique, elle n'est pas présumée. La compétence n'est pas liée à un diplôme. Ça, c'est important à savoir. Sur quoi est-ce qu'il va falloir également investir en tant que jeune professionnel? Vous devez investir sur votre mental. En tant que alumni de Yali Dankar, donc qui a suivi une formation de leadership, c'est le minimum que je puisse partager avec vous. Votre état d'esprit, votre état mental est très important. Ça veut dire que vous devrez faire en sorte que votre environnement de vie influence positivement votre vie professionnelle. Soyez avec des gens, entourez-vous de gens, fréquentez des gens, accompagnez des gens, suivez des gens qui vous donnent envie de vous booster professionnellement, qui vous donnent envie de progresser, qui vous donnent envie de vous surpasser. Si tous vos amis ont le réflexe que d'aller boire la bière, courir les femmes, que vous le voulez ou pas, ça va finir par vous influencer. Mais quand vous êtes avec quelqu'un qui a des défis, qui cherche à faire des choses, qui cherche à poser des actions, que vous le voulez ou pas, ça va vous influencer. Au début de ma carrière, lorsque j'ouvrais mon cabinet d'études, j'étais au bureau chaque jour à 6h30 et souvent jusqu'à 21h. Mais pourquoi je le faisais? Parce que ceux avec qui j'étais, mes amis, ils étaient des responsables dans des structures bancaires. Donc très souvent, eux, ils allaient très tôt. Et vous savez, le soir, quand la banque ferme à partir de 17 h, eux, ils restaient pour arrêter les comptes ou préparer. Si bien qu'ils quittaient généralement les bureaux à partir de 20h30, 21h. Si moi, je finissais plus tôt, je rentrais, je n'allais pas avoir de compagnie. J'allais être seul. Donc, je faisais l'effort également de rester au bureau pour les ressembler. Mais à force de rester, je cherchais quelque chose à faire. Donc, vous devez investir dans votre mental. Vous devez investir dans votre psychologie. Vous devez vous entourer donc de personnes qui vont vous influencer positivement à aller de là-haut. Enfin, vous devez investir sur votre santé. Mais avant d'aborder ce côté-là, je parlais de votre état d'esprit, de ceux qui vous accompagnent, de ceux qui vous entourent. Faites en sorte que le choix de votre conjoint, de votre homme ou de votre épouse puisse être un tonus, un bonus, un agent motivateur pour vous. Si vous ratez votre choix de conjoint, ça va impacter négativement votre rendement professionnel. Ça va impacter négativement votre compétence professionnelle, que vous le voulez ou pas. Donc, c'est un investissement que vous faites en choisissant correctement votre épouse ou votre époux. Dites-moi le genre de femme que vous souhaitez épouser. Je vais vous dire votre niveau de leadership. Je vais vous parler de vos ambitions. Le choix de votre conjoint ou de votre conjointe dénote clairement des ambitions que vous avez. C'est un investissement que vous faites sur vous-même parce que ça va vous produire des effets à court, moyen et long terme. Et je disais que j'allais finir par le côté santé. Investir sur votre santé. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on peut se permettre de dormir chaque jour. On va en boîte jusqu'à 3 h, 4 h du matin, on boit la bière, on court les filles, et le matin, on doit se retrouver au boulot. Il faut investir sur votre propre santé. La santé physique, faites du sport, contrôlez votre alimentation, c'est très important. On me dira peut-être que ça n'a rien à voir avec le côté professionnel, c'est très, très, très important. Ça va vous influencer positivement. Et ça va vous permettre donc de vous développer professionnellement. Maintenant, ce que je suis en train de dire, cela supposait qu'il y avait des préalables.
Parce que certainement, les gens s'attendaient à ce qu'on dise, on va suivre une formation en Amérique. Non, je ne vais pas vous parler de cela. Allez suivre une formation dans tel domaine, il faut s'inscrire dans telle école pour avoir tel diplôme. Non, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Et croyez-moi, ce n'est pas ce qui est déterminant de nos jours. Parce que dans la pratique professionnelle, c'est une formation continue. Une fois que vous êtes déjà engagé sur le bon professionnel. Voilà pourquoi je dis les préalables, cela supposait que vous avez suivi au moins une formation académique ou même dans les formels. Vous avez un minimum de talent et vous venez de vous engager en tant que jeune professionnel. C'est bien précisé. Des jeunes qui sont en train de s'engager nouvellement ou des personnes qui s'engagent nouvellement dans le monde du travail, soit en tant qu'employé, soit en tant qu'entrepreneur, soit en tant que freelance et tout, mais qui viennent de s'engager et qui ont envie donc de se démarquer, de se faire remarquer positivement, d'augmenter, donc d'accroître leur rendement professionnel et d'avoir un succès professionnel. Donc voici un peu ce que je voudrais dire, le tour d'horizon que j'ai voulu faire en me basant sur mon expérience de petites histoires. Et sachez que ça se joue sur des détails. Ça se joue sur des détails. Les détails, soyez ponctuels, soyez assidus, respectez les engagements auxquels vous avez souscrit. Ayez présenté une très bonne image de vous. L'image c'est physique, soyez une personne pour ça, c'est naturel. Mais votre façon de communiquer, les causes que vous défendez, les combats que vous menez, les milieux que vous fréquentez, c'est très important. Investissez sur votre santé mentale. Entourez-vous de personnes ambitieuses, de personnes qui vous encouragent, qui vous boostent. Évitez les ondes négatives. Choisissez un très bon conjoint, c'est très important. Investissez sur votre santé. Voici donc comment on peut investir sur son propre développement pour pouvoir se démarquer en tant que jeune professionnel. Merci donc Maouli. Il est 15h40, j'aurais dû finir à 45. Donc, je vais laisser les 5 minutes certainement à Diawara qui va compléter beaucoup de ce que je viens de dire. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Pazien. Et je crois que j'ai retenu beaucoup de choses et j'espère que les participants aussi. Ton animation de la thématique est très pertinente et je crois que tu as abordé beaucoup de plans sur le plan personnel, professionnel et aussi par rapport à l'engagement personnel et tout ce qui va avec. Et sans plus tarder, je suis sûr que les participants ont des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat, dans les commentaires. Et à la fin, nous allons lire toutes les questions et les panélistes vont répondre aux questions.